Oui, OK. Que vous voulez. Même si jamais vous vous rendez compte que vous ne des hauts secours, et puis écoutez, on fera. Euh, comment ça va bien? Non, ça va pas très bien. Je pense que ce serait vraiment préférable de fermer les caméras parce que jusqu'à maintenant, on a entendu ça va bien. Bon, j'ai l'impression que je vous ai perdu. Est-ce Ah, que là, je vous ai ça va. retrouvé? Là, ça va mieux, on vous entend mieux. OK, d'accord. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, Oui. OK. Bon, j'espère que ça va bien aller. En tout cas, vous me le direz s'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mon écran me dit que ma connexion Internet est instable. Merci, oui, je le savais. Euh, Est-ce que tout le monde m'entend? Parce qu'il y a des visages qui ont l'air un peu amateurs, là. Alors, oui, ça Madame, va? OK. Madame Oui, David, je vais faire une oui. invitation à toutes et à tous pour fermer leur caméra, tout le monde. OK? Pour que tout le monde puisse fermer leur caméra. Donc, ça va mettre... OK, ça risque d'être plus simple comme ça. Et Madame David, vous pouvez vous permettre de Oui. fermer votre caméra aussi. Si vous sentez que votre connexion est instable ou si vous avez un message comme ça, là, ben vous pouvez fermer votre caméra. Votre voix va nous suffire, Madame David. Bon, ben, à ce moment-là, je suis peut-être aussi bien de fermer ma caméra. Je pense que ça va être plus sûr. On le laissait Alors, comme je ça. ferme. Voilà. Voilà. On le laissait comme ça. OK. Vite. Mon sel est juste à côté de moi. Là. Si ça fait 5 minutes que je parle dans le beurre et que personne ne m'entend, ben appelez-moi. Puis dites-moi quoi faire. Alors, je commence. Donc, premièrement, Madame David, plaisir de parler avec les femmes, pas seulement de parler aux femmes, mais oui, je sais que c'est plate de ne pas avoir de caméra, mais je pense qu'on est mieux d'essayer comme ça. On verra peut-être plus tard dans la période d'échange, je pourrais réessayer avec la caméra. Fait que, je sais pas, fermez les yeux puis écoutez-moi. Justement, le thème de cette année, c'est Écoutons les femmes. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme thème. Je ne sais pas comment ça a été choisi, mais je me suis dit, beau thème, parce que avec la pandémie qui nous assomme quand même hein, un peu, là, qui est difficile à vivre pour énormément de gens, y compris vous, euh, je pense que plus que jamais, on a besoin d'écouter les femmes pour toutes sortes de raisons. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler. Puis après ça, ben, je souhaite qu'on ait ensemble une période d'échange. D'habitude, c'est très, très riche, puis j'aime beaucoup ça. Alors, je me suis posé deux questions et je les lance comme ça. Pourquoi écouter particulièrement les femmes? Parce qu'on pourrait dire qu'il faut écouter tout le monde, mais pourquoi il faut écouter particulièrement les femmes? Puis deuxièmement, est-ce qu'on a besoin des femmes dans nos mouvements sociaux, dans notre parti politique, pas seulement comme membres, mais je dirais comme leader, comme porte-parole? Alors, c'est à ces deux questions-là que j'aimerais tenter de répondre ce soir. Je vais moi, je ne suis pas vraiment une théoricienne, je suis plutôt une femme de terrain. Donc, je vais vous parler à travers tout ça un peu de mon expérience et peut-être de certaines conclusions qui ne sont jamais définitives là, que je pourrais en tirer. Bon, vous le savez probablement,
À l'âge que j'ai, ben, j'ai un parcours, c'est sûr. J'ai commencé avec un engagement communautaire, mais aussi syndical pendant plusieurs années. J'étais présidente de mon syndicat local. J'ai milité à la condition féminine dans ma fédération, qui était à la CSM. J'étais travailleuse sociale, organisatrice communautaire. Ensuite, quand j'ai quitté les services publics, je me suis engagée pendant 14 ans dans le mouvement des femmes, mais en même temps, j'ai continué de participer à certaines activités de solidarité internationale, qui est une chose qui ne m'a jamais quittée et que j'ai continué à faire à partir de 2001, où j'ai fait 3 séjours au Mali dans les années 2000, parce que je pense que j'avais compris, à l'instar de bien des femmes, que la solidarité entre les femmes devait dépasser les frontières et que sur le plan international, en fait, il y a des femmes encore bien plus mal prises, je dirais, que les femmes québécoises. Mais en même temps, qu'à travers le monde, les femmes luttent et que toutes les femmes partout au monde ont des stratégies de lutte, des manières de faire. Il n'y a pas que nos manières à nous qui sont bonnes et c'est toujours intéressant d'apprendre en allant dans d'autres pays. Alors, mon expérience, donc, c'est celle-là. Elle est quand même assez variée. Oui, après, à la fin, j'ai fait de la politique, c'est vrai. Mais finalement, j'en ai fait pendant... Ben, j'ai été députée pendant 4 ans et demi. Il y a des gens qui sont députés bien plus longtemps que ça. Avant ça, c'est vrai qu'il avait quand même fallu le fonder, ce parti. Il avait fallu y travailler. J'en étais la présidente et co-porte-parole. Mais si je regarde dans l'ensemble de ma vie, j'ai passé beaucoup plus de temps dans les milieux communautaires féministes syndicaux qu'en politique. Alors, c'est sûr que l'expérience que j'ai, elle va être teintée de tout ça. Donc, on a besoin d'écouter les femmes à partir de tout ce que j'ai vécu. D'abord, je pense, parce qu'on a besoin de nommer les réalités vécues par les femmes et qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Bien sûr, il y a des hommes qui peuvent nommer des réalités vécues par les femmes, je n'en doute pas un instant, mais ce que j'ai appris tout au long de ma vie, c'est que les femmes sont très, très en mesure de parler d'elles-mêmes. Elles savent quelle est leur vie, elles savent quelle est la vie de leur voisine, de leur belle-sœur, de leur meilleure amie. Et elles sont capables de prendre la parole. Les femmes l'ont démontré amplement depuis maintenant bien des décennies. Et encore aujourd'hui, les femmes ont beaucoup à dire. Et là, moi, je vais parler vraiment des problèmes concrets, des problèmes de la base, là. Tout ce qu'on appelle depuis 2 ou 3 ans, avant ça, on disait ça autrement, mais ce qu'on appelle la charge mentale. Le fait que dans les familles, même si les pères de famille ont quand même pris plus de place, plus de responsabilités, s'occupent davantage des enfants, s'occupent davantage des tâches ménagères, toutes les enquêtes le disent, ce sont les femmes qui sont les premières responsables de la famille. Et ce, même si l'immense majorité maintenant des femmes travaillent. Elles ont donc un travail et en plus, elles s'occupent de la famille et des enfants. Oui, avec la collaboration du conjoint, oui, mais c'est beaucoup elles, moi j'appelle ça, qui ont la liste dans la tête. Hein, elles ont la liste de tout ce qu'il faudrait faire, de ce à quoi il faudrait penser, des commissions, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, puis vous le savez. Et ça, pour beaucoup de femmes, c'est lourd. Quand même le mettre, c'est lourd. Ensuite, les femmes occupent des emplois de façon extrêmement majoritaire dans le domaine des services. Vous en êtes. Donc, services publics et privés, il ne faudrait pas l'oublier. Qui sont les caissières, vendeuses, serveuses, qui travaillent dans les hôtels, qui sont les massothérapeutes, esthéticiennes, kinésiologues? Les femmes. Donc, souvent, c'est privé, il n'y a pas que du public. Et bon, on peut penser que dans le public, puis là, je vais mettre une nuance, les femmes ont les syndicats, elles ont quand même obtenu certaines conditions de travail, des salaires et tout, pas toujours extraordinaires, mais tout de même, mais il faut penser à toutes ces femmes dans le secteur privé, des femmes qui sont dans les services,
et qui ne sont ni syndiquées, ni organisées et souvent au salaire minimum. Donc, ça, c'est la vie des femmes encore aujourd'hui. Et puis, évidemment, il y a tout le vaste dossier, si je peux m'exprimer ainsi, des violences à l'égard des femmes. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les mouvements qui se sont créés il y a quelques années, agressions non dénoncées, après ça, le mouvement Moi aussi, et puis l'été dernier, je ne me rappelle plus de son nom, mais encore un retour des dénonciations. Ce sont les femmes qui ont fait ça, hein, essentiellement. Et pourquoi ce sont les femmes? Bien parce que dans 80% des cas, ce sont les femmes qui sont agressées, soit dans un contexte de violence conjugale ou soit dans un contexte d'agression sexuelle, quel que soit l'endroit. Donc, il faut que les femmes en parlent. Ce sont les mieux placées pour expliquer ce qu'elles vivent. Je dirais que les femmes, encore aujourd'hui, puis je le vois par tous les contacts que j'ai dans les mouvements communautaires, sont celles qui s'occupent le plus de ce qu'on pourrait appeler la famille, mais pas seulement ça, la famille élargie, la communauté, le quartier, le village. Oui, bien sûr, il y a des hommes qui font du bénévolat, il y a des hommes qui s'occupent d'un certain nombre de choses, mais dans les réseaux communautaires, 75% des travailleuses sont des femmes. Donc, qui mieux que les femmes peuvent parler de ce qu'elles vivent? Alors, écoutons les femmes, ben moi, ça paraît aller sous le sens. Et j'ajouterais quelque chose que vous savez, donc je n'en parlerai pas longtemps. Il est clair que la pandémie que nous vivons maintenant depuis un an, c'est un an, a exacerbé toutes sortes de problèmes que vivent les femmes, pas seulement chez nous, mais partout dans le monde. Il y a des articles que je lis là-dessus, même des articles en provenance de milieux économiques pas franchement très féministes, là, mais qui sont obligés de reconnaître que partout dans le monde, les femmes payent un prix fort à cause de la pandémie, soit justement parce qu'elles sont les principales responsables des familles et que donc c'est extrêmement demandant, cette pandémie à ce niveau-là, soit parce qu'elles travaillent dans des secteurs très, très touchés par la pandémie. C'est votre cas, en fait, celles parmi vous qui sont enseignantes ou infirmières, soit parce qu'elles ont perdu des emplois. Les femmes sont très nombreuses dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le commerce de détail. Il y a énormément de pertes d'emplois, y compris au Québec. Et donc, elles se retrouvent, gros gens comme devant, avec des difficultés financières, en plus de tout le reste. Et je lisais cet après-midi un article qui parlait de la situation des femmes dans le monde. C'est assez terrible, les conséquences de la pandémie dans des pays où déjà il y a des inégalités extrêmement profondes entre hommes et femmes. Quand les écoles sont fermées, les petites filles sont moins protégées, elles sont à la maison, les parents trouvent que les petites filles coûtent cher, elles les marient très, très jeunes parce que c'est la seule façon de ne plus avoir de filles à entretenir à la maison. Il y a toutes sortes de conséquences, des organismes, des cliniques, par exemple, qui sont obligés de fermer, où on accueillait des femmes, des jeunes filles, où on essayait de les aider à échapper à l'excision, mutilation génitale. Là, c'est fermé, les petites filles sont moins protégées. C'est fou ce qu'une pandémie pareille peut créer pour les femmes. Il faut donc en parler. Évidemment, parler de toutes ces questions-là, ce n'est pas la seule raison pour laquelle il faut écouter les femmes. Non seulement les femmes vont nommer ces problèmes-là, et qui mieux qu'elles peut le faire, mais il y a toute la manière de travailler des femmes. Je ne dis pas que c'est parfait, hein? Il n'y a personne de parfait, ni les femmes, ni les hommes, mais il y a une manière de travailler des femmes que j'ai pu expérimenter à bien des endroits, qui est quand même pas toujours, mais assez souvent différente. Quand je suis passée du mouvement syndical au mouvement des femmes, par exemple, mouvement syndical à l'époque, je ne peux pas parler de celui d'aujourd'hui, mais à l'époque, là, on parle de la fin des années 70, c'est un mouvement où tout était en noir et blanc. Tout était c'est tout ou c'est rien.
tu es combatif ou tu ne l'es pas, tu votes la grève ou alors tu es un vendu. Tout était très, très polarisé. Et bon, moi, j'embarquais là-dedans. Moi, j'étais une femme de gauche, donc combative et toujours prête à m'engager. Mais j'ai réalisé en arrivant dans le mouvement des femmes que la vie, c'est plus compliqué que ça. Il y avait des femmes avec qui je travaillais qui étaient prêtes à se mobiliser, qui étaient combatives, mais qui étaient prêtes aussi à aller s'asseoir dans un bureau de députés pour discuter avec leurs députés. Je sais bien que ça, peut-être vous, ça vous apparaît normal, mais à cette époque-là, moi, je me disais, je ne comprends pas. Là. Tu vas discuter avec ta députée, mais ça se peut que dans une semaine, tu manifestes devant son bureau. Donc, moi, ce que le mouvement des femmes m'a appris, c'est ce que certains jeunes appellent la diversité des tactiques. Oui, on peut faire une chose et un mois après en faire une autre. Et c'est correct, c'est intelligent en fait d'avoir des stratégies, qui peuvent être très différenciées. Ça m'a aidé beaucoup aussi de comprendre tout ça, à passer à la vie politique, à fonder un parti et à essayer avec d'autres femmes, bien sûr, d'introduire dans ce parti des manières de fonctionner qui, moi, je le savais, n'existaient nulle part ailleurs. Mais moi, il faut comprendre que j'arrivais du mouvement des femmes, donc, pourquoi pas essayer des choses? Alors, par exemple, instaurer un principe de parité dès le point de départ, parité complète à tous les niveaux, associations locales, régionales, nationales, candidature aux élections, comité de coordination nationale. Ça a été mis rapidement dans les statuts. Et donc, on n'avait aucun autre choix que de le faire. Moi, au début, je n'étais pas certaine d'être d'accord. C'est drôle, hein? Parce que j'arrivais du mouvement des femmes, ça me paraissait tellement normal que les femmes soient présentes partout. Mais j'ai compris rapidement, en étant dans un milieu mixte, que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Les hommes se proposent facilement pour remplir, pour aller accéder à des postes. Les femmes attendent qu'on aille les chercher. Beaucoup d'entre elles, pas toutes, mais beaucoup d'entre elles, malheureusement, ne sont pas tout à fait certaines qu'elles ont tout ce qu'il faut pour, entre guillemets, là, faire la job. Ce qui, moi, dans la plupart des cas, m'a sidéré parce que j'avais affaire à des femmes brillantes, compétentes, etc. Et donc, cette espèce de manque de confiance en elles, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Comme je vous dis, moi, j'arrivais du mouvement des femmes. Alors, il n'y avait que des femmes. Donc, les femmes prenaient la parole. Mais là, j'ai découvert que lorsque les femmes se retrouvent dans un milieu mixte, eh bien, ça peut être assez différent. Alors, moi, je me suis dit, c'est d'autant important, premièrement, que les femmes soient présentes, prennent des postes, acceptent d'être candidates, parce qu'elles vont apporter toutes ces préoccupations dont je parlais au point de départ, que les hommes sont prêts à entendre. Enfin, moi, je pense que la majorité des hommes sont prêts à les entendre, mais le combat, il demeure celui des femmes. Alors, si les femmes ne sont pas là pour en parler, bien, grand Dieu, ça risque, comme on dit, de tomber dans une craque. Mais attention, et c'est là qu'on entre dans des choses un petit peu plus complexes. Ça va paraître évident, là, mais premièrement, les femmes ne vivent pas toutes les mêmes réalités. Et ça, c'est encore une fois le mouvement des femmes qui m'a aidé vraiment à le comprendre. Selon qu'on est une femme, par exemple, de ce temps-ci, on parle beaucoup de ça, hein, de la majorité blanche ou des minorités visibles, il y a des écueils que les femmes de la majorité blanche ne vivront pas. Elles vont en vivre des écueils, mais pas exactement les mêmes. Selon qu'on est une femme en très bonne santé, on va vivre des écueils, oui, mais pas les mêmes qu'une femme vivant avec un handicap. Selon qu'on est une femme québécoise ou autochtone, pas besoin de vous faire un dessin, la situation peut être extrêmement différente. Et donc, dans tout ça, il y a des débats entre les femmes. Et on a beau s'en défendre, on est toujours un petit peu mal à l'aise
de ne pas s'entendre entre femmes. C'est comme si ça allait de soi, on va s'entendre parce qu'on est des femmes, puis qu'après tout, on part. C'est vrai. Si on a été capable d'organiser une marche mondiale des femmes, mais écoutons, il faut croire que c'est parce qu'on était capable de se comprendre du Nord et du Sud, d'Occident. Puis oui, il a fallu travailler fort. Il a fallu être prête à s'écouter. Il a fallu être prête à convenir qu'on n'avait pas tout atteint le même niveau de capacité organisationnelle. Nous, on a des organismes féministes au Québec et au Canada qui sont financés, qui sont subventionnés. C'est inédit dans la grande majorité des pays. Il y en a plein de différences entre nos situations. Puis en plus, on ne pense pas toutes de la même façon. Moi, j'ai eu à le vivre quand j'étais dans le mouvement des femmes, mais beaucoup moins que mes successeurs. Quand j'ai quitté en 2001, le débat sur la prostitution et le travail du sexe commençait et ça a été suivi du débat sur le port du voile. Je suis certaine que ça vous dit quelque chose. Et dans les dernières années, le débat sur la laïcité. Et là, ce dont il faut convenir clairement, c'est qu'entre femmes et entre féministes, on n'est pas toutes d'accord. Et je pense qu'on a de la difficulté, parce qu'après tout, est-ce qu'on demande aux hommes d'être tous d'accord entre eux? Jamais. Alors, pourquoi est-ce que nous, les femmes, parce que oui, on a, c'est vrai, une réalité en commun, pourquoi est-ce qu'on gommerait nos différences, soit que ce soit des différences objectives, là, moi j'ai ceci et l'autre ne l'a pas, ou soit que ce sont des différences de point de vue. Alors, je pense qu'un mouvement à pleine maturité, c'est un mouvement qui accepte ça. Et puis après, évidemment, qui essaie aussi de s'entendre sur un certain nombre de choses, parce que sinon, on n'avance pas, mais j'y reviendrai plus loin. Autre chose, il y a encore des leaders femmes dans le monde, et à certains moments, ces leaders-là sont extrêmement contestés. Je donne un exemple, Margaret Thatcher, des années 80, moi, je faisais partie des femmes qui ne se réjouissaient pas du tout de voir une femme à la tête du Royaume-Uni parce qu'elle était tellement de droite, c'était tellement l'austérité. Je ne pouvais pas être d'accord avec cette femme-là. Puis en dedans de moi, il y avait un malaise parce que, mon Dieu, j'aurais donc voulu que ce soit une femme qui comprenne les femmes et une femme qui lutte contre les inégalités. Autrement dit, dans nos rêves les plus fous, ce qu'on voudrait, c'est avoir beaucoup plus de leaders femmes, mais qu'elles soient aussi féministes et qu'elles soient préoccupées du sort des femmes les plus désavantagées. Mais malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Ça, il faut quand même le reconnaître. Et je trouve qu'on a un petit peu de misère à vivre avec ça. Puis moi aussi, là, je m'inclus là-dedans. Alors, une fois qu'on a tout dit ça, est-ce que c'est important d'avoir des leaders femmes? Alors, moi, je dis oui, pour toutes les raisons que j'ai énumérées, mais ça n'est pas suffisant de se dire, mettons là, il y aurait à l'Assemblée nationale du Québec 50% de femmes députées et un conseil des ministres complètement paritaire, avec en plus plusieurs femmes à des postes vraiment importants. Parce que là, il y a une petite arnaque là-dedans. Là. Des fois, on nomme des femmes au Conseil des ministres, mais dans des postes moins importants. Bon. Mais là, mettons là, le monde idéal. Donc, moitié-moitié, les femmes ont des postes aussi importants que les hommes et l'Assemblée nationale est complètement paritaire. Oui, mais ce qu'on pourrait découvrir assez vite, bien sûr, c'est que ça n'est pas parce que c'est comme ça que forcément les femmes leaders, les femmes politiciennes, les femmes ministres vont agir de la façon que nous souhaiterions qu'elles agissent. Ça, c'est problématique, mais en même temps,
Moi, je pense que c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Il faut arrêter d'avoir des rêves d'une assemblée qui serait complètement, mettons, à la fois féministe et de gauche. Complètement, là, non. On peut souhaiter qu'un jour ça advienne, mais ça ne sera jamais tout le monde, ça ne sera jamais toutes les femmes. C'est ça la réalité. Il reste que mon expérience politique m'a quand même appris que des femmes, même dans des partis bon, qui étaient franchement plus à droite que celui auquel j'appartenais, peuvent ensemble, et on le faisait, développer des stratégies communes. Ça a existé d'ailleurs déjà dans les années 80. Madame Gagnon-Tremblay, Monique Gagnon-Tremblay du Parti libéral et Louise Arel du Parti québécois ont fait une alliance pour réussir à faire passer la loi sur le patrimoine familial. En 1996, toujours Louise Arel, qui a eu beaucoup de longévité en politique, a fait alliance avec toujours Mme Gagnon-Tremblay au Parti libéral, cette fois-là sur l'équité salariale. Et si ces femmes-là, de deux partis différents, ne s'étaient pas entendues pour aller le plus loin possible, et on les a obtenues, les lois, ben, il ne serait rien passé. Ce n'est pas les hommes qui nous auraient donné ces lois-là, mais vraiment pas, je vous jure. On pourrait se raconter la petite histoire de tout ça, là. C'est parce qu'il y a eu des femmes qui, malgré leurs divergences, étaient féministes et voulaient que, bon, la majorité des femmes avancent. Ce sont des femmes qui ont réussi à faire adopter cette idée d'une analyse différenciée selon les sexes, mais qui malheureusement est loin d'être toujours appliquée dans les politiques gouvernementales. Quand il n'y a pas de femmes, il n'y a jamais de féminisation de texte. Et même dans le parti dans lequel j'ai milité et travaillé, il fallait vraiment que je repasse derrière les textes pour m'assurer que le texte était communiqué de presse ou ce que vous voulez, là, que le texte n'était pas écrit entièrement au masculin. Parce que les vieux réflexes ont la vie dure. Donc, il faut absolument qu'il y ait des femmes. Et moi, j'étais porte-parole. Alors, évidemment, j'avais quand même un droit de regard sur les textes. Ça tombait bien. Donc, mais si je n'avais pas été là, ben, c'est évident qu'il y aurait eu beaucoup moins de féminisation des textes. À l'Assemblée nationale, un jour, je ne sais plus trop en quelle année, là, genre 2014 à peu près, il y a eu des gros problèmes qui ont été révélés là, de harcèlement sexuel au Parlement fédéral. Alors là, je me suis tout de suite précipité dans le bureau du président de l'Assemblée nationale, à l'époque, M. Chagnon. J'ai dit, M. Chagnon, est-ce qu'on a ça, nous autres, ici, une politique sur le harcèlement sexuel? Il m'a dit non. Ben, j'ai dit, qu'est-ce qu'on attend pour en faire une? Alors, on l'a fait. Et tout le monde a bien collaboré dans les différents partis. Mais il fallait que ce soit une femme qui aille le voir pour lui dire ça. C'est sûr qu'il n'y aurait pas pensé tout seul. Fait qu'autrement dit, c'est pas magique. C'est pas magique d'avoir la parité homme-femme. C'est pas magique d'avoir des femmes dans des rôles de pouvoir. Moi, j'en ai connu certaines avec qui je m'entendais, mais absolument pas, là, qui n'avaient absolument rien à faire. Mais j'en ai connu d'autres dans différents partis avec qui on pouvait vraiment travailler, avec qui on pouvait faire avancer des dossiers. Juste avant que je quitte la vie politique, j'ai réussi, comme député de l'opposition, c'est assez rare, à faire adopter une petite loi de quelques articles qui protège les locataires aînés de l'éviction. Il faut que les personnes, hommes ou femmes, aient 70 ans et plus, soient à revenus modestes et habitent dans leur logement depuis 10 ans. Ben, un propriétaire ne peut pas les évincer. Point barre. Et c'était super important pour moi parce que dans ma circonscription, qui est Gouin, ça veut dire Rosemont, la petite patrie à Montréal, il y avait de plus en plus de personnes âgées évincées de leur logement sous toutes sortes de prétextes de fausses rénovations. Quand une dame de 85 ans arrivait en pleurant et en disant « mon propriétaire voulait me mettre dehors », moi, là, je ne pouvais pas accepter ça. Alors, on a travaillé bien fort pour faire accepter ce projet de loi-là. Et l'une des femmes qui m'a le plus, l'une des personnes, en fait, qui m'a le plus aidé à ce que ça passe, eh bien, ça a été la chef de cabinet du ministre de l'Habitation de l'époque, qui était un homme. Cette chef de cabinet était une femme
libérale et féministe. Et c'est en bonne partie grâce à elle que j'ai réussi à me rendre à la fin du processus qui était absolument pas évident. Donc, tout ça pour dire que c'est super important d'avoir des femmes leaders, d'avoir la parité, que ce soit dans vos syndicats, que ce soit dans des mouvements sociaux, que ce soit à l'Assemblée nationale. Je pense que malgré toutes leurs différences et leurs divergences, beaucoup de femmes arrivent à travailler ensemble. On l'a fait d'ailleurs dans les marches de 95 et 2000. En fait, ce que je dirais, c'est qu'il faut que les femmes acceptent de vivre avec un mot que beaucoup de femmes n'aiment pas, qui est le mot pouvoir. Puis ben, moi, j'étais comme les autres femmes, là, il y a 20 ans, c'est un mot que je n'aimais pas du tout. 20 ans, 25 ans, parce que finalement, j'ai été présidente de la Fédération des femmes du Québec. Alors, bon, j'avais quand même un peu de pouvoir, même si on travaillait vraiment en équipe. Moi, je pense qu'il faut accepter cette idée que le pouvoir, attention, pas le pouvoir de la dictature, pas le pouvoir autoritaire, pas le pouvoir de quelqu'un qui travaille tout seul, mais le pouvoir de femmes qui travaillent en équipe, qui travaillent avec d'autres mondes, ben c'est important parce que c'est notre capacité à agir. Donc, moi, je propose qu'on ne soit pas tout le temps uniquement dans le front du refus et de la revendication, mais qu'on soit aussi partie prenante des lieux de pouvoir. Parce que voulez-vous, ben, c'est comme ça qu'on arrive à faire changer des choses. En terminant, parce que je voudrais vraiment qu'on ait du temps pour échanger, donc je m'étais dit 3/4 d'heure moi, 3/4 d'heure vous autres. Juste un mot après ma gorgée d'eau sur la parité en politique. Alors, l'idée d'avoir un nombre paritaire de femmes et d'hommes à l'Assemblée nationale est une très vieille idée. Vous n'en reviendrez pas, mais j'ai appris que ça a commencé à se discuter à la fin du 19e siècle. En ce moment, il y a 130 pays qui ont adopté de diverses manières des mesures pour aller vers la parité homme-femme dans leur Parlement, Assemblée nationale, gouvernement, etc. Au Québec, en 2018, 42% de femmes ont été élues et selon les partis, les différents partis ont présenté entre 44 et 52% de femmes. Mais finalement, il y en a eu 42% élus. Alors, c'est sûr qu'on pourrait se dire, ben écoute, il y en a déjà 42%, on n'a pas besoin de prendre d'autres moyens. La prochaine fois, ça va être 50%. Mais pourtant, oups. Je pense que c'est correct. On a arrêté le partage d'écran. Madame David, est-ce que vous êtes toujours là? Madame David a quitté momentanément. Elle va probablement se rejoindre à nous. Puis on est vraiment désolé. Je sais que je vais rallumer ma caméra pour que vous puissiez voir une image. Là. Je sais que ça aurait été agréable de pouvoir avoir le visuel, là, mais comme vous voyez, sa connexion est vraiment instable. Donc, c'est pour ça qu'on avait fermé l'ensemble des caméras de tout le monde, parce qu'il y a des gens qui se sont joints à nous après le départ. Là. Donc, je vois dans le chat des questions qui étaient posées, là, mais c'est la raison. Et là, probablement que sa connexion est instable et
Voilà, Madame David tente de se reconnecter. Donc, elle va probablement être parmi nous. Je ne sais pas entre-temps s'il y en a qui souhaitent réagir à ce qu'elles ont entendu. Ça a comme coupé un petit peu court, là. Mais ça, c'est les joies du direct. Les joies des internets. Exactement. S'il y en a qui veulent intervenir, on peut débuter des tours de parole en entendant que Mme David se joigne à nous, puis débuter des échanges entre nous. Là, je ne sais pas s'il y en a qui le souhaitent. Je vois Mme Yvette qui lève la main, mais je vous inviterai pour les tours de parole. Je vais vous le dire, là, dans réaction, vous avez une main levée parce que là, j'ai 7 écrans devant moi. Donc, vous êtes chanceuse, Mme Yvette, vous vous retrouvez dans mon écran. Mais ce ne sera pas tout le monde. Je vais vous donner la parole. Donnez-moi juste un instant. Tu lui donnes, Julie, ou je peux le faire? Là? Je suis là. J'y suis aussi. Donc, voilà, Madame Yvette, vous devriez avoir la possibilité d'enlever. Voilà. Bon, OK. C'est parce qu'on ne pouvait pas réagir. Notre caméra était fermée, notre micro était fermé. C'est pour ça que tu nous demandais s'il y en a qui voulaient intervenir. On ne pouvait pas ouvrir notre micro. Oui, bien, c'est voulu que les micros soient fermés parce qu'on est 160 personnes actuellement. Et bien, pour réagir, au fond, là, vous pouvez lever la main dans réaction. Vous avez, dans la barre du bas, là, vous avez un onglet, c'est écrit réaction. Si vous cliquez, vous allez avoir levé la main. Ouais, c'est Donc, ça. à ce moment-là, vous levez la main virtuellement. Vous ne faites même pas d'exercice, vous ne forcez pas. C'est merveilleux. Et ça gère pour nous les tours de parole. Et nous, on est capable de gérer parce que sinon, c'est ça, avec le nombre d'écrans qu'on a, ça fonctionne difficilement. Donc, on est un peu pris de court avec la situation inattendue. Donc, il était prévu qu'on vous donne les consignes d'usage pour être en mesure de savoir comment lever la main. Mais voilà, on l'a fait. Mais Et là, je ne sais pas si Mme David, ce serait intéressant d'avoir Françoise quand même. Là. c'est parce qu'au départ, la caméra était ouverte et on la voyait, mais on ne l'entendait pas. Donc, on a fait le choix de l'entendre. Je la vois là. OK, Voilà, elle revient. Je ferme mon micro et ma bouche aussi. Il y a juste votre micro qui n'est pas ouvert, Mme David. Je suis vraiment désolée, là, tout est parti, ça a été long, ça a été compliqué. Mais est-ce que jusque-là, les gens m'entendaient? On vous entendait très bien. Vraiment, on vous entendait Oui, très mais bien non. jusqu'à là, jusqu'au crash. OK. Bon, ben, écoute, il m'en reste pas gros. Fait que je suis vraiment désolée. C'est une de mes pires fois, là. C'est pas parce que vous autres, prenez-le pas personnel. Il n'y a pas de Donc, problème. ce que j'allais dire, tout simplement, c'est que c'est ça. On a eu en 2018 42 de femmes élues, ce qui est un bon résultat. Mais 2003, il y en avait 30 2014, 27 Puis tout d'un coup, pouf, 2018, 42 Mais attention, 2018, on est dans la foulée du mouvement Moi aussi. On n'a jamais tant parlé des femmes. Non, jamais j'exagère, mais ça faisait longtemps qu'on en avait tant parlé. Ça aurait été inacceptable que des partis politiques présentent 30 de femmes. Il y avait donc tout un mouvement, il y avait tout un courant de pensée, puis c'était évident que tous les partis allaient faire des efforts considérables. Mais ça, là, ça ne se passe pas à chaque élection. Donc, il y a beaucoup d'organismes féministes et bon, celui que je connais le mieux, c'est le groupe Femmes, Politique et Démocratie, qui depuis très longtemps demande qu'il y ait des mesures contraignantes, que les partis politiques, autrement dit, soient obligés de présenter autant de femmes que d'hommes. En fait, elles mettent une espèce de zone 45-55 sous peine de voir leur liste de candidats-candidates refusée par le directeur général des élections. Et
là, vous savez peut-être ou vous ne savez peut-être pas, il y a sur la table un projet de loi pour modifier le mode de scrutin au Québec, le rendre plus proportionnel. Et ça veut dire qu'on aurait à la fois des députés de circonscription et des députés régionaux à partir de listes de candidatures régionales, des listes qui seraient faites par les partis politiques. Ça aiderait beaucoup à avoir la parité, parce que dans les listes qui seraient faites par les partis, il pourrait être exigé que ce soit une femme, un homme, une femme, en tout cas, alternance, sous peine de refuser la liste. Ça se fait, ça, dans d'autres pays, là. Ce n'est pas révolutionnaire. Et au niveau des circonscriptions, bien là, il pourrait être exigé que sur l'ensemble des circonscriptions, il y ait au moins 45 de femmes qui soient candidates. Alors, le projet de loi 39 est rendu à ce qu'on appelle étude article par article. Le problème, c'est que ça fait 2 mois que le gouvernement de M. Legault est supposé commencer à faire cette étude-là et qu'il ne le fait pas. Alors, bon, moi, je suis vice-présidente du mouvement Démocratie Nouvelle. On travaille bien fort pour qu'il y ait ce nouveau mode de scrutin et la parité. Et donc, prochainement, il y aura différents moyens qui seront pris pour essayer de convaincre le gouvernement de se dépêcher à commencer l'étude là, pour que le projet de loi soit finalement adopté. Mais donc, oui, des mesures contraignantes, à notre avis, c'est important parce que ça nous protégerait contre des moments plus difficiles, disons, dans notre société québécoise, où les femmes peut-être seraient moins en vue, où on entendrait moins parler d'elles, puis que là, bien, les partis politiques nous oublieraient et décideraient qu'après tout, 30 ou 35 de femmes comme candidates, là, c'est bien assez. D'avoir des mesures très claires, très formelles, bien là, à ce moment-là, les partis sont obligés de faire le travail. Et moi, je peux vous dire que moi qui ai fait ce travail de recruter des femmes et de m'organiser pour avoir au moins 50 de femmes, ce que j'ai toujours obtenu, c'est du travail. C'est du travail pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. Les femmes ne sont pas certaines qu'elles ont tout ce qu'il faut. Et puis les médias, et puis la vie familiale, c'est vraiment pas simple. Et donc, il faut parler longtemps, il faut mettre le temps. Et moi, je pense qu'il y a des partis politiques qui ne sont pas prêts à mettre ce temps-là. Alors, il faut les forcer un petit peu. Donc, j'arrête là-dessus. Ça, c'est très, très ponctuel. Il y a donc un projet de loi qui devrait théoriquement être discuté bientôt. La question de la parité en fait intimement partie et on va peut-être réussir à avancer. Alors moi, c'est ce que je voulais vous dire sur le thème de Écoutons les femmes. Et bien là, ça serait à mon tour de vous écouter. Merci beaucoup, Madame David. C'était très intéressant, malgré, hein, on a les difficultés d'Internet, mais il va falloir être patiente et s'y faire. C'est notre nouvelle réalité. Alors, on va procéder à la période de questions. Ce qu'on va vous demander, c'est de lever la main et, s'il vous plaît, de ne pas oublier, excusez-moi, d'aller rebaisser votre main parce que je ne reviendrai pas, à moins qu'on ait encore du test, parce que parfois, les mains restent levées. Alors, quand j'ai le test, je reviens et je redescends. Mais là, s'il vous plaît, une fois que votre main, vous allez poser votre question, baissez la main. Alors, Madame David, est-ce que vous préférez répondre au fur et à mesure ou on prend quelques questions puis vous répondez par la suite? Qu'est-ce que vous préférez? C'est plus vous autres. Regarde, je vais être franche. Moi, j'ai tendance à m'étendre un peu. Donc, peut-être que je pourrais prendre 2 ou 3 questions, mais attends, il faut que je me trouve un papier pour les noter. Juste une seconde, OK? Sonia, Oui, je t'invite à aller dans le chat, s'il te plaît. oui. OK.
Ce sera pas long, Sylvie, quand Mme David va revenir, je te donne le droit de parole pour ta question. Me voici. Il n'y a plus beaucoup de stylos dans nos maisons. OK. Alors, Sylvie Lemelin, je te donne la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, on parle beaucoup ces temps-ci de liberté d'expression puis du mouvement woke. Et puis, moi, je serais curieuse de vous entendre sur toutes les critiques qui sont exprimées contre le mouvement féministe intersectionnel, qu'on caricature beaucoup ces temps-ci, comme un excès de ce mouvement woke, qui chercherait à limiter la liberté d'expression. Je trouve qu'on y va fort dans la critique contre le féminisme intersectionnel. Alors, puis bon, la diversité des tactiques, et j'adhère un peu à ça, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi on reproche tellement cette approche-là au mouvement des femmes. Est-ce qu'on prend une autre question? Oui, j'avais Mme Plamondon tout à l'heure qui avait la main levée. Mme Plamondon, est-ce que vous avez toujours votre question? Oui, j'ai ma question, mais je n'avais pas de micro. J'ai le micro. Parfait. D'abord, merci à Mme David. Merci beaucoup pour la conférence. Moi, je suis conseillère pour l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour l'adoption du projet de loi 497. On continue de l'appeler comme ça, là, mais les modifications au Code civil concernant la protection des aînés contre l'éviction des logements, là, c'est un gain dont on voit au quotidien l'intérêt. Alors, merci. Pour faire simple, j'aurais envie de vous demander, d'après vous, qu'est-ce que les femmes aînées peuvent faire pour qu'on les écoute davantage? Là, on le sait que les femmes aînées vivent des situations qui leur sont spécifiques, elles ont des réalités qui leur sont propres, mais par ailleurs, ce qu'elles ont en commun avec les autres femmes, c'est qu'on les écoute pas beaucoup. Alors, je vous lance ça. Merci. Alors, Mme David, je pourrais prendre une autre question, puis par la suite, je vais vous laisser répondre aux 3 premières questions. Heidi? Bonjour, merci pour la présentation. Moi, je suis présidente de mon association d'enseignants, mais je n'ai pas rentré dans le syndicalisme avant que mes enfants sont assez grands. C'est-à-dire que ça, c'était un problème, c'est la flexibilité pour les femmes. Est-ce que vous avez parlé un petit peu des raisons pourquoi les femmes ne rentrent pas en politique? Une des raisons, c'est le manque de confiance, et je suis d'accord avec vous. Mais je pense aussi que c'est le manque de flexibilité pour ces emplois-là. Est-ce qu'il y a des partis politiques au Québec qui commencent à avoir des façons de travailler qui sont plus propices à la flexibilité pour que les femmes soient plus à l'aise de prendre ces emplois-là? Merci. Bien, en fait, si vous permettez, je vais répondre à l'envers. La question de loin la plus difficile, c'est la première. Alors, je vais commencer par la troisième, pratiquer un peu. Je sais qu'il existe maintenant, mais je ne suis pas très au courant, là, à l'Assemblée nationale, un cercle des jeunes parlementaires où il y a des hommes et des femmes, mais qui ont souvent comme caractéristique d'être des jeunes parents. Et ça, c'est vraiment nouveau, là. Ça existe depuis peut-être 2 ou 3 ans, à peine. Le Cercle des femmes parlementaires, lui, existe depuis plus longtemps. J'en ai pas parlé d'ailleurs, c'est très intéressant. Mais les jeunes, ça, c'est nouveau. Et donc, je sais, mais je n'ai pas de détails là-dessus, qu'ils ont plein de discussions sur des propositions qu'ils voudraient faire pour que des parents, des gens qui ont des enfants, hommes et femmes, là, des jeunes parents avec des jeunes familles, que ces personnes-là puissent siéger à l'Assemblée nationale sans handicaper complètement leur vie de famille. Et oui, c'est compliqué. Jeune députée de l'Assemblée nationale, elle s'appelle Émilie Lessard-Terrien, elle est de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une jeune députée de Québec solidaire, elle a 27 ans, un enfant d'à peu près 2 ans et demi, 3 ans maximum, et puis un autre de 7 mois. Et là, c'était très drôle parce qu'elle m'a envoyé un texto, en tout cas, c'est anecdotique, mais
avec une photo d'elle en commission parlementaire avec son bébé sur les genoux. Ça, là, durant les années que j'ai passées à l'Assemblée nationale, j'ai jamais vu ça. Autrement, le Québec solidaire, les collègues, là, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Ben, elle me dit, écoute, j'ai de la chance, mon bébé est tranquille, alors ça se passe très bien. Mais il y a vraiment, moi, je pense, une sorte de mouvement là, pour que la vie politique puisse être accessible à des jeunes parents et ne pas reposer exclusivement sur les épaules des femmes. Parce que c'est quand même ça par le passé qui est arrivé, là. Oui, il y a eu quelques femmes qui ont réussi à s'en sortir, mais c'était souvent des femmes aussi, bon, où il y avait de l'argent à la maison, ils pouvaient embaucher toutes sortes de monde, mais pour des couples, c'est pas si facile de dire, moi, je m'en vais en politique, là. Alors, au contraire, de changer quand même. Moi, je trouve ça assez intéressant. Mais pour élargir à plus de vie politique, on va. La pandémie nous a révélé encore une fois que les femmes sont celles